Bonjour, je voudrais parler de ce livre Tagua de Ricardo de la Fuente. Je l'ai lu il y a déjà 5 ans. À l'époque, j'en avais parlé dans mon blog tout au début. Et depuis 5 ans, j'aime toujours autant ce bouquin et comme il n'a aucune chance d'être commercialisé de façon large, il faut en parler. C'est un livre qui a été autopublié par son auteur et dans un pays très lointain, en Équateur, mais depuis, bon, l'auteur est décédé, mais il y a des gens, je ne sais pas qui, peut-être les enfants de l'auteur, qui continuent à diffuser ce bouquin à travers Internet. Donc on peut en lire des extraits ou on peut le commander. Je mettrai les liens nécessaires en dessous de la vidéo. C'est un beau roman d'aventure, un auteur inconnu, publié dans un pays lointain. Malgré tout, je crois qu'il mérite d'être lu en espagnol pour le moment. Ricardo de la Fuente, c'était un journaliste argentin qui a fui son pays en 1976 à peu près au moment de la dictature. Et il est allé se réfugier en Équateur. Pas du tout le même genre de pays. Et il a passé toute sa vie en Équateur, où il a continué sa carrière de journaliste, réfugié politique. Il n'est jamais retourné vivre en Argentine, et il est mort en Équateur en 2015. Donc c'est à la fois un journaliste et un écrivain, mi-argentin, mi-équatorien. Et il est allé vivre principalement dans la région du Manabí, sur la côte pacifique de l'Équateur, là en face des îles Galapagos. C'est une région très particulière et c'est là qu'est situé le roman. Et ce roman se place dans les années 1930. C'est l'histoire principalement de Rudi, un jeune Allemand qui quitte l'Allemagne à l'époque de la montée du nazisme. Il est un peu tenté, il ne sait pas trop politiquement, un peu tenté par le nazisme, mais pas plus que ça, et il voit monter les nazis proches du pouvoir. Il quitte le pays avec 2 autres amis et ils vont partir pour l'Équateur. Ils vont travailler pour une entreprise qui fait de l'import-export de produits et notamment la tagua, qui est une noix, donc un produit végétal dont la consistance, la couleur ressemble à l'ivoire. À partir de la tagua, on extrait un produit qu'on appelle l'ivoire végétal. On taille des rondelles et on fait des boutons et toutes sortes d'objets. C'est un substitut d'ivoire. Et donc la vie de ces jeunes Allemands en Équateur commence autour du commerce de la tagua au service d'une entreprise allemande. Et là, ils vont se heurter assez rapidement à un contremaître qui est allemand lui aussi, et lui qui est un vrai nazi. Du coup, il y a une opposition. Les jeunes vont vraiment de plus en plus s'écarter de toute sympathie pour le nazisme. Et cette aventure continue, ça raconte toute leur vie, parce qu'à mesure que le temps passe, la guerre s'approche, ces jeunes Allemands s'habituent peu à peu à ce pays tellement différent du leur, et notamment Rudi va tomber amoureux de la fille d'un fournisseur, d'un homme qui cultive et qui récolte la tagua et qui fournit cette entreprise. Donc l'entreprise se trouve dans le port de Manta, au bord du Pacifique, sur la côte du Manabí. Mais la tagua, elle est cultivée, elle est extraite des plantations de l'intérieur de la province. Et c'est une région très sauvage. Il y a cette histoire, il y a le conflit avec le contremaître nazi, il y a l'histoire d'amour avec la jeune équatorienne, et puis il y a la guerre qui arrive, qui va faire que les Allemands vont devenir suspects et vont être persécutés, donc Rudi va devoir un peu prendre le maquis. C'est un roman vraiment d'aventure qui a aussi l'intérêt de se passer dans une région du monde dont la littérature ne nous raconte pas grand-chose en général. Il y a pas beaucoup de livres qui parle de ça. Et ça m'a fait penser à d'autres lectures et que je voudrais relier à celle-ci. C'est un autre livre, celui-là on le trouve facilement en français. Voilà donc une lecture qui complète celle de Tagua, ou qui peut permettre d'approfondir. C'est beaucoup plus épais, il y a 900 pages, c'est un bouquin absolument fascinant, passionnant, de Jan Waltin, qui s'appelle Sans patrie ni frontières. Ça raconte la vie d'un jeune Allemand d'un port du nord de l'Allemagne. Donc il y a des points communs avec le héros de Tagua, mais celui-là était un militant, un syndicaliste, était un marin, il a énormément voyagé, et c'était un syndicaliste et puis ensuite un militant du Parti communiste allemand pendant la montée du nazisme. Donc on est tout à fait aussi dans la même époque, sauf qu'il y a un destin très différent, et autour de Sans patrie ni frontières de Jean Waltin, il y a toujours eu
Beaucoup de polémiques pour savoir si l'histoire était complètement vraie, complètement inventée ou entre les deux. Comme il y avait des enjeux politiques autour de cette histoire, parce qu'il y a une dénonciation de la trahison des communistes allemands, c'est-à-dire que les communistes allemands ont été trahis par les staliniens, qui les ont quasiment livrés aux nazis. Et évidemment, ça a fait polémique dans les années 40 après-guerre. Ce livre, l'auteur a été accusé d'être un traître, d'être un nazi infiltré, parce qu'effectivement, il le raconte dans le livre, il a été arrêté, emprisonné, torturé. Les nazis ont arrêté aussi sa femme et son fils, et puis l'ont obligé, lui, à travailler comme agent double, et c'est dit dans le livre. Bon, c'est une vie incroyable, mais ce qui est intéressant, c'est au tout début, il raconte dans sa vie de jeune marin, dans les années 1920, il se retrouve à passer le canal de Panama, dans un bateau qui est en pleine mutinerie. Et le chef des mutins, qui est aussi un syndicaliste, un révolutionnaire, a décidé, lui, de partir, une fois passé le canal de Panama, partir dans l'océan Pacifique avec son bateau et ses camarades qui ont créé un soviet dans le cargo, et d'aller s'installer aux îles Galapagos et de créer une communauté soviétique et de demander à Staline de leur envoyer des vivres, des femmes, et de pouvoir créer dans une île des Galapagos une république soviétique. Bon, c'est un délire, l'histoire n'a pas abouti, mais c'est quand même assez drôle parce que donc ce livre aussi nous ramène dans la même région, quelque part entre Panama, tout à fait au niveau de l'isthme, tout à fait au nord, les côtes de la Colombie, les côtes de l'Équateur, les îles Galapagos, tout un grand triangle de l'océan Pacifique où on peut lire pas grand-chose, mais quelques livres assez passionnants. Toujours dans ce triangle de l'océan Pacifique, entre les côtes de l'Équateur, de Colombie, jusqu'au canal de Panama, et puis les îles Galapagos, il y a aussi ce livre, La filière des Panama, de Tom Miller, chez Actes Sud. C'est un livre un peu ancien, mais qui est une sorte de récit, d'enquête sur le trafic des chapeaux de Panama, comme celui-ci, parce que ces chapeaux, en réalité, ils étaient produits en Équateur, dans la même région du Manabí, la même région d'où on extrait la tagua. On extrait aussi une paille très fine qui s'appelle la paille toquilla, dont on tresse ces chapeaux. Il y avait toute une filière commerciale qui ensuite permettait de vendre ces chapeaux aux gens qui traversaient le canal du Panama à partir de 1903. C'est pour ça que les chapeaux ont pris ce nom. Donc, à lire en français, si on veut en connaître un peu l'histoire et l'économie de cette région, La filière des Panama. Et pour terminer, une autre lecture en espagnol, comme l'était le Tagua, c'est un petit livre de nouvelles qui s'appelle Album de Familia de Gabriela Alemán. Donc, et on peut le trouver, je mettrai les liens aussi. C'est une série d'histoires courtes, mais il y en a dont plusieurs se déroulent soit à Guayaquil, sur la côte pacifique de l'Équateur, soit dans les îles Galapagos, justement. Et notamment dans une des histoires, il est encore question d'Allemands, de gens qui s'étaient installés au début du XXe siècle jusqu'aux années 20 et 30 dans une des îles de l'archipel des Galapagos. Et il y avait une mystérieuse comtesse, ou qui se faisait passer pour une comtesse, et qui en réalité était une espionne des nazis. Donc on revient à ces histoires d'Allemands qui venaient, d'aventuriers allemands qui venaient entre Panama, l'Équateur, les Galapagos dans les années 20 et 30. Avec ça, on peut fermer le triangle que j'avais initié par Tagua de Ricardo de la Fuente. Vraiment à lire, si vous lisez l'espagnol, ça vaut la peine. Merci.